Antoine Vitkin, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce documentaire, mais vraiment absolument passionnant. On apprend énormément de choses avec un casting très impressionnant. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre tous ces intervenants de parler de leur rapport avec Poutine ? C'était en fait pas si compliqué parce que je pense que chacun avait envie de parler. Les Américains, parce que après l'élection américaine quand même très particulière, en avaient... pardonnez-moi l'expression, gros sur la patate, et donc avait envie de parler. Les Russes, parce que finalement, ils parlent assez ouvertement et ils assument, et c'est aussi une des spécificités de ce qu'est Poutine et peut-être le poutinisme, ils assument assez ce qu'est leur vision du monde et ce que sont leurs actions, alors évidemment jusqu'à un certain point, mais donc ils avaient évidemment pas de réticence considérable à parler. La difficulté était de trouver les bons interlocuteurs. Et ça, évidemment, c'est plus compliqué parce que le pouvoir russe est très fermé. Ceux qui, au sein du pouvoir russe, comptent sont très peu nombreux. Ils sont évidemment concentrés autour de Vladimir Poutine lui-même, que d'ailleurs je n'ai pas eu en interview, mais il en accorde très peu. Donc la difficulté était de trouver les bons interlocuteurs qui avaient des choses à dire et qui étaient bien placés pour les dire. Mais à cette exception près... Ils ont envie de parler. Ils ont envie de parler. Et c'est tout le sel d'ailleurs pour un réalisateur comme moi, c'est que je suis face à des gens qui racontent, chacun dans leur camp et chacun à leur position, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont à dire. Anne Niva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter spécialiste de la Russie, l'auteur de ce livre « Un continent derrière Poutine » qui est paru aujourd'hui même. Point d'interrogation. Au Seuil. Point d'interrogation qui paraît aujourd'hui même au Seuil. Vous êtes également la réalisatrice d'un documentaire sous le même titre qui sera diffusé le 18 mars prochain sur notre chaîne, sur France 5. Alors vous avez traversé donc justement la Russie d'est en ouest pour ce film à la rencontre d'hommes et de femmes de tous âges, de tous milieux. L'image de Poutine, cet homme fort qui répare en fait l'humiliation subie avec la fin de l'URSS, c'est ce que disent globalement les Russes que vous avez rencontrés aujourd'hui ou pas ? Oui, effectivement. Là, je crois on vient de voir un documentaire qui montre la vision de Poutine et sa vision du monde. Et moi, j'ai fait un documentaire qui montre comment les Russes s'apprêtent à revoter pour Poutine. C'est-à-dire comment, en quoi et pourquoi ils adhèrent à cette vision, c'est-à-dire que personne ne les force à voter d'un seul homme pour Vladimir Poutine. Ce qui n'est pas l'idée que nous, on répand. Voilà, absolument. Ça, c'est un stéréotype que je me permets de briser. C'est-à-dire que vous avez en Russie des pro-russes, vous avez des pro-Poutine, pardon, vous avez des anti-Poutine. Chacun a ses nuances, chacun a son mot à dire sur en quoi il est anti-Poutine, en quoi il est pro-Poutine. Mais au final, les Russes vous diront, mais... Finalement, on choisit la stabilité. Et la stabilité, c'est quoi ? Ben, c'est Poutine. Parce que pour le moment, il n'y a personne en face de Poutine, des yeux des Russes, qui leur permettrait d'atteindre cette stabilité. Maintenant, est-ce que Vladimir Poutine, depuis 18 ans qu'il est au pouvoir, tout ce qu'il a fait pour qu'il n'y ait plus justement d'alternative, ça serait un autre débat. Mais la réalité, elle est là aujourd'hui. C'est l'idée de stabilité qui les réunit. Les Russes veulent de la stabilité. Ils ont peur, ils sont angoissés à l'idée même de ne plus avoir cette stabilité. Parce qu'ils ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup donné de la fin de l'URSS, de ce que Vladimir Fedorovski va nous raconter, de tout ce qu'était le soviétisme. Donc aujourd'hui, ils se sentent en droit d'avoir cette stabilité qui, pour nous, vu de l'Occident, ressemble plutôt à autre chose. D'accord, on peut y mettre le mot qu'on veut derrière. Il incarne quoi? Est-ce qu'il incarne finalement les vraies valeurs traditionnelles de la Russie contre les valeurs occidentales? Est-ce que c'est ça aussi qui les réunit quelque part? Mais il joue là-dessus en tout cas, et en cela il rencontre la population russe, bien sûr. Il a bien senti, il a bien compris, et en cela il n'est pas novateur. On l'a montré, je crois, dans ce documentaire qu'on a vu ce soir. Ça fait longtemps que tout le monde extérieur, y compris occidental et surtout occidental, est montré du doigt comme l'ennemi de la Russie. Donc les Russes aujourd'hui continuent à le penser. Bien sûr, il y a une propagande, un système de propagande médiatique qui fonctionne à fond. Mais moi, vraiment, en remontant ce pays d'est en ouest, je me suis rendu compte de cela, de cette angoisse qui est touchante de ces Russes. Cette angoisse de ne plus savoir quelle sera la puissance de leur pays, et si puissance il y aura, et si pays il y aura, sans Poutine. Avec pourtant des vraies difficultés pour certains de ceux que vous avez rencontrés. Même ceux qui ont des difficultés dans le système poutinien et qui osent critiquer Poutine ont cette peur. Ça unit tout le monde.
Et je pense qu'il faut, en tout cas, le remarquer, en tenir compte. Vladimir Fedorovski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, ancien diplomate. Votre première rencontre avec Poutine, c'était en privé, au début des années 90. Il était adjoint au maire de Saint-Pétersbourg. C'était il y a longtemps. Non, pas exagéré non plus. Il y a très longtemps. Très, très longtemps. Bon, d'accord. Il y a bien longtemps. Donc, mais c'est vrai que je décris ça dans était adjoint au maire, le dernier livre, qui en fait récapitule un peu mon destin, mais en même temps, je me souviens très bien, vous savez, c'était dans le palais Yusupov, extraordinaire palais, où j'étais d'ailleurs avec votre mère une fois. Madame extraordinaire. Mère, salut. Extraordinaire. Palais. Et puis Sobchak, que Sobchak père. Anatoly Sobchak connaissait très bien. Il me dit, c'est mon secrétaire. Mais détrompe-toi. Détrompe-toi. Il ira loin. Non. Il m'a dit, c'est quelqu'un qui est payé par le KGB pour vider mon antichambre, parce qu'à l'époque, c'était l'époque bizarre. Vous savez, les gens venaient avec des millions de dollars en sacoche. Il a eu peur d'être piégé. Et il a dit, il doit me prévenir de ça. Jamais de la vie que j'ai pensé que Poutine sera ça. C'était quoi la première impression qu'il vous a faite? Vous savez, c'est un homme écrasé. Poutine, moi j'ai mené vraiment une enquête sur le personnage. Je dois vous dire, Poutine, il cache sa valeur. Et il était choisi par sa faiblesse. Il était choisi comme une marionnette et il est devenu marionnettiste. C'est ça l'astuce de Poutine. On ne pouvait pas deviner ses ambitions à l'époque. Ah, personne. Non. Personne ne pouvait. Si on les avait devinés, d'ailleurs, il ne serait pas devenu président de la Russie. Jamais de la vie. D'ailleurs, on conseille, vous voulez faire une carrière, n'annoncez pas les couleurs avant l'heure. N'annoncez pas votre force avant l'heure. Cela dit, le système de Poutine, je suis très heureux qu'on ait éloigné aujourd'hui, à la fois dans votre commentaire, dans votre documentaire et dans les propos d'Anniva, vous savez, des choses figées en Turquie. Il faut comprendre ce qu'on a vécu là-bas. Vous comprenez, 2500% d'inflation. Moi, j'étais avec Eltsine dans les affaires de la chute du communisme, mais Eltsine, c'était n'importe quoi. Je me souviens, quand il y avait 93, je me suis baladé près de la tour de Stankino. Eltsine sort, les gens, ils commencent à tirer sur la foule. Tirer sur la foule. 1500% de tués. Vous pensez que Poutine, il est arrivé par hasard. Poutine est arrivé de cette frustration. Et puis évidemment, l'Occident a largement contribué, que vous avez si bien montré. L'élargissement de l'OTAN. J'étais mêlé à ça par hasard. Les Américains ont promis de ne pas élargir l'OTAN. Ils ont dit, c'est n'importe quoi la Russie, un pays de second ordre. Ils ont continué avec la Yougoslavie, et j'en passe les meilleurs. Et tout ce que vous avez dit dans le documentaire, tout ce que Anniva a dit, reflète cette période. C'est quelque chose, frustration russe était énorme, et Poutine réalise ça. Et aujourd'hui, donc Vladimir Fedorovski, dans votre livre « Au cœur du Kremlin », qui est paru chez Stock, vous le qualifiez de premier tsar du XXIe siècle. Le premier tsar, c'est une indication, finalement. Ça, c'est évidemment. Poutine, il met en scène le roman national. Vous avez bien senti. Il met en scène. Il est dans notre filière. Je vous ai dit, c'est Games of Thrones, votre documentaire. Et Poutine, c'est un peu ça. Ouais. Il se met en scène. C'est un artiste. Il fait ça, et finalement, les Russes, il y va. C'est pas ma tasse de thé, Poutine. Du tout. Du tout. Mais je suis obligé de constater que, comme vous deux, que les Russes, ça les convient. Et puis, franchement, les meilleurs agents de Poutine, c'est quand même la bêtise occidentale. Vous avez si bien montré ça. J'étais ahuri quand les Américains, quand ils disent « Attendez, ce sera un nouveau Afghanistan en Syrie », ils me disaient, les Américains, « Vladimir, ce sera très simple. On va faire les sanctions, les Russes vont vivre mal, ils vont virer Poutine. » Ils ont fait les sanctions.
les virus vont et vous allez voir avec les élections. Voilà. Claude Planche-Maison, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été ambassadeur de France en Russie de 2000 à 2003. Vous avez donc rencontré à différentes occasions Vladimir Poutine. Vous gardez quoi comme souvenir de cet homme? Écoutez, la première fois que j'ai rencontré, c'était au début du mois de juin 2000. J'étais arrivé depuis très peu de temps. Et je l'ai rencontré dans son bureau parce que les Russes venaient de libérer un otage français qui était Brice Flotio, qui était un photographe-reporter qui avait été détenu pendant plus de 8 mois par les Tchétchènes. Et c'était quelque chose d'assez pénible, d'assez difficile. Donc avec Brice Flotio, arrivé par avion militaire, on est allé au Kremlin puisque Poutine souhaitait nous rencontrer. Et bon, on l'a trouvé, il est arrivé dans le bureau avec sa démarche chaloupée, vous savez, un petit peu de judoka, et il a été très poli, il nous a salués les uns après les autres, et puis il a commencé à discuter avec Brice Flotio en lui disant, écoutez, ça ne se fait pas d'aller dans les zones interdites sans autorisation. Évidemment, Brice a répondu, moi je fais mon métier, je suis reporter, photographe, donc je vais là où ça se passe. Il avait d'ailleurs les affiches qui étaient dans Paris, les affiches dessinées par Bilal à l'époque, des très belles affiches, avec un téléobjectif qui ressemblait un petit peu à un canon, et Brice Flotio ne s'est pas démonté, a dit, moi je fais mon travail, voilà. Il s'était pas changé. Il arrivait directement de la main des Tchétchènes. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, peu de temps après, puisque je n'avais pas encore présenté mes lettres de créance, c'est une cérémonie un peu formelle, mais après la cérémonie formelle, Poutine vient vers moi et il dit, mais vous avez quand même un président extraordinaire, j'étais au G20 il y a quelques jours, et le président Chirac a raconté devant les Japonais les origines mythiques du Japon, et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors effectivement, il était assez bluffé par Jacques Chirac, qu'il ne connaissait pas vraiment, et il est venu le voir à Paris. Oui. Jacques Chirac parlait russe, oui. Il est venu le voir à Paris. Avec lui, enfin, il y avait quand même des interprètes. Il est venu le voir à Paris quelques semaines plus tard, au mois de septembre. Et là, il y a eu une séance extraordinaire où Poutine, voulant être un homme de son temps, lui fait le coup du grand sportif. Naturellement, Monsieur le Président, vous avez fait votre service militaire dans la cavalerie, donc vous faites sûrement beaucoup d'équitation, comme moi-même, j'ai des chevaux, etc. Et Chirac lui répond, vous savez, la cavalerie chez nous, c'est plutôt des chars, c'est de l'acier, c'est très incommode. Et tous mes amis qui ont fait du cheval se sont cassés une jambe. Alors Poutine ne se démonte pas, avale quelques huîtres et dit, Monsieur le Président, vous avez les Alpes. Moi, j'aime beaucoup faire du ski alpin, naturellement, mais chez nous, les stations sont vieillies, etc. C'est très mal commode. Et vous allez sûrement très souvent à Megève ou à Courchevel. Je dis, non, jamais, je ne monte jamais sur des skis. Et d'ailleurs, tous mes amis qui font du ski se cassent régulièrement la colonne vertébrale. Et alors Poutine, un peu quand même se demandant ce qui se passait, mais enfin là, ensuite ils ont parlé politique et ils se sont bien entendus, puisque l'objectif de Poutine c'était de bien s'entendre à l'époque avec les dirigeants occidentaux, le chancelier Schröder, Chirac, le Premier ministre britannique et même W. Bush, en effet, avec qui il a eu de très bonnes relations. Alors peut-être que les fiches n'étaient pas au point sur le sport, ça c'est possible. Mais le côté un peu mystérieux, un peu énigmatique qu'il véhicule. Il est énigmatique. C'est un rôle qu'il se donne ou il est comme ça vraiment? Il est énigmatique et l'énigme n'est toujours pas percée. Et je pense aussi, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Fedorovski, c'est-à-dire, je pense que il veut séduire ses interlocuteurs. Alors au début, il n'avait pas encore beaucoup d'expérience, il faisait des petites erreurs de calcul, mais il arrive assez souvent à séduire ses interlocuteurs, sauf si en effet, il a envie d'être désagréable et de les déstabiliser, ce qu'il sait faire aussi. Vous savez, il a souvent dit, je suis un spécialiste en relations humaines. C'est-à-dire, je sais vous traiter, vous, personnellement. Et ça, en effet, je crois qu'il sait faire. Et qu'il a toujours su faire. Et qu'à cette période, il avait décidé d'être pro-occidental. Enfin, c'était d'ailleurs ce que lui avaient demandé les gens qu'il avait choisis dans l'héritage de Yeltsin. Il allait au G8, où il se montrait un bon membre du G8. Il discutait avec les dirigeants occidentaux. Et ça se passait très bien. On a même failli conclure un accord de libre-échange, un accord d'espace économique commun entre l'Union européenne et la Russie à l'époque. Ça aurait fait quelques différences si on était arrivé sur l'affaire ukrainienne un peu plus tard. Nicole Bacharan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Comment la population américaine perçoit cet homme? Pas du tout de la même manière. pas du tout de la même manière. Il est évidemment, on le voit de loin et on ne le voit pas dans les moments où il cherche à se rendre sympathique.
Il est vu comme un leader autoritaire, antidémocratique, qui muselle toute opposition possible, qui est extrêmement hostile aux valeurs occidentales qu'on a la faiblesse de penser valeurs universelles, telles que la valeur des élections, les droits de l'homme, les droits de l'opposition, l'état de droit, les contre-pouvoirs, la presse libre. Donc, fondamentalement, la Russie est perçue aux États-Unis comme un pays ennemi, ou disons comme un pays hostile. Et c'est vrai que Trump étant au pouvoir, ces cartes-là sont brouillées, puisqu'on sait avec une certitude absolue que la Russie, au plus haut niveau, a œuvré en faveur de l'élection de Donald Trump pour un échange qui, pour l'instant, n'est pas clair du tout, puisque Donald Trump ne peut faire aucun geste à l'égard de la Russie, étant donné qu'il est tellement compromis dans toutes les enquêtes qui travaillent justement sur la possible interférence ou le possible rapport plutôt entre l'équipe de Trump et le Kremlin, tout simplement, pendant l'élection présidentielle. Donc il y a une paralysie. On est sûr de ça, on est sûr qu'il y a effectivement eu... Il y a des choses qu'on sait et il y a des choses sur lesquelles on enquête. Les choses qu'on sait avec certitude, c'est que des agents russes sont intervenus pour pirater le serveur du Parti démocrate, le serveur d'Hillary Clinton, et faire diffuser les mails reçus de la manière la plus nuisible possible pour Hillary Clinton. Des agents du Kremlin. Pendant la campagne électorale. Et là, également, ce que l'on sait, c'est que les Russes, je dis les agents russes, voilà, pour faire simple et clair, sont intervenus à travers les réseaux sociaux de manière très pointue, très précise, ce qui veut dire qu'ils avaient des relais aux États-Unis pour diffuser des rumeurs, des fausses nouvelles, des messages très anxiogènes, mais très bien ciblés. Une population particulière, effectivement. Dans des comtés, dans des régions qui pouvaient basculer, qui effectivement ont peut-être fait la différence dans l'élection présidentielle. Et qu'est-ce qu'on ne sait pas alors? Ce que l'on ne sait pas, c'est jusqu'à quel niveau il y a eu des contacts entre l'équipe de Trump et des agents russes. Il y a eu différentes rencontres, différents coups de téléphone. Jusqu'où c'est allé? Est-ce que le président Trump était au courant? C'est quelque chose qui n'est absolument pas prouvé. Et ce qui a été négocié éventuellement, voilà, c'est ça. Que voulaient vraiment les Russes en favorisant Trump? Ils ne voulaient pas d'Hillary Clinton, c'est dit très clairement dans le film, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir. Ils voulaient la défaite de Clinton, mais ils voulaient en plus vraiment l'élection de Trump. Est-ce qu'ils attendent, est-ce qu'il y a dans les tuyaux un échange? C'est ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. C'est ce que vous pensez aussi vous savez, que le Kremlin... j'ai vraiment mené une enquête. Ça m'aurait tellement arrangé que Trump était... s'il était agent de Poutine, et c'est bien pour vous aussi, vous comprenez? Ça très bien. Ça, c'est les choses comme ça. Deux choses, je voudrais simples. nuancer. Comme j'étais diplomate, il y a une chose sur laquelle je suis formel. Tout d'abord, pendant toute la période de Gorbatchev, son téléphone le plus secret, avec les armes atomiques, a été piégé par la CIA. Je raconte ça, comment ils ont fait sortir, ils ont acheté en réalité le chef de la communication du Kremlin. Après, Eltsine, je vous ai dit, il n'était pas vraiment élu en 1996. Et vous le savez, les Américains, ils ont changé la donne, ils ont envoyé l'équipe, etc. C'est-à-dire, dans cette affaire, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a un aspect où je suis formel. Vous savez que dans le dossier du Congrès, ils disent que c'est l'ambassadeur qui a servi d'enrôleur face au fils de Trump, etc. L'ambassadeur russe. Ah oui. Et ça, c'est une aberration. Moi, j'étais diplomate. Pendant cette période, je vous assure que dans leur système, c'est absolument impossible que l'ambassadeur joue un rôle. Vous voyez, il faut nuancer ces choses-là. Après, on peut pas. Le problème là-dedans, c'est que et ça, c'est grave pour nous. Je trouve que les Américains, ils ont tendance à inventer vraiment la Russie comme l'ennemi principal. À mon sens, c'est une erreur. Le vrai ennemi, c'est les islamistes, qui nous piègent, qui tuent nos enfants. Mais quand je parle avec eux, ils ne s'en cachent pas. Ils me disent, mais nous avons besoin de l'ennemi.
Oui, on parlait vraiment des élections américaines. Diaboliser Poutine, ça fait partie de la mise en scène. Hélas, le résultat, à mon époque, 80% des Russes ont été pro-occidentaux. Le résultat de ça, c'est l'inverse. C'est ça le drame. Oui, je voudrais juste réagir brièvement là-dessus. Personne n'a jamais dit que l'ambassadeur russe avait cherché à enrôler Jared Kushner, le gendre de Trump, pour agir dans des dizaines de manipulations des réseaux. Non, on reproche à Kushner de ne pas avoir dit au FBI, donc c'est quand même pas rien, interrogé par le FBI, de ne pas avoir mentionné ces rencontres avec l'ambassadeur russe. C'est là où est le problème avec l'ambassadeur russe, pas pour l'action éventuelle de cet ambassadeur. La seconde chose, si on regarde par le passé le nombre de fois où les Américains sont intervenus dans les élections à l'étranger, mais sont légion. Dans les deux sens. Et quelquefois qui n'est pas propre à la Russie. Quelquefois de manière tout à fait criminelle. Je pense à l'Iran en 1953, mais voilà. Donc le fait que les Américains ne sont pas innocents d'intervenir dans des élections à l'étranger. Mais ce qui compte le plus aujourd'hui pour nous, c'est les candidats et les partis qui sont mis en avant. Je pense que Vladimir Poutine pousse des candidats fondamentalement antidémocrates. Je parle démocrates ou républicains, mais il a soutenu Marine Le Pen, par exemple, et Donald Trump n'est pas un candidat démocratique. Donc il ne s'agit pas de l'innocence des Américains, mais il s'agit du projet Poutine en interférant dans des élections. Effectivement, pardon, il a compris ce qui nous est le plus cher. Et ce qui, sans doute, nous est plus cher que pour lui-même, c'est-à-dire la démocratie et plus précisément le processus électoral qui fait la démocratie. Ça, il l'a compris. Et évidemment, il a compris que nous sommes un peu plus perméables que la Russie, que son pays à cela, même si, évidemment, ça a été rappelé, les Occidentaux, les Américains en particulier, ne se sont pas privés de pousser leur avantage lorsqu'ils avaient l'avantage. Et 96, c'est assez frappant. En 96, ce sont des spin doctors américains qui contribuent à faire élire un Yeltsin qui était notoirement incapable de gouverner un pays qui était en proie au chaos, et il avait d'ailleurs lui-même contribué à ce chaos-là. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est Poutine a compris ce qui est notre point faible, et c'est cela. Il participe à diviser et à déstabiliser les démocraties occidentales en s'appuyant sur des gens qui souvent ne sont pas des démocrates ou des purs démocrates. Et Trump, c'est un exemple assez spectaculaire. Il a été élu démocratiquement, mais on voit bien dans son utilisation des fake news, etc., que c'est quelqu'un qui n'est pas totalement un démocrate. Et ça, les Russes, Poutine, le savent pertinemment et c'est pas que Poutine. Quand vous dites Poutine, moi j'ai peur que tout le monde prenne ça. Voilà, c'est pas Poutine personnellement. Le pouvoir russe. Poutine, voilà, Poutine était informé, il ne pouvait pas ne pas l'être. Tout le système russe, politique russe, en ce sens, c'est la Russie d'aujourd'hui, du 21e siècle, la Russie de 2018, qui se retrouve dans cet intérêt, cette façon de défendre stratégiquement. Je ne suis pas totalement d'accord. En tout cas, c'est le pouvoir russe qui bénéficie d'un soutien majoritaire dans la population russe aujourd'hui. Mais c'est le pouvoir russe. Qui est le premier? C'est le problème de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, est-ce le pouvoir russe qui impose ça à la population russe? Est-ce la population russe qui est le reflet de ce que pense le pouvoir? On n'en sait rien. Il y a une adéquation aujourd'hui en Russie entre une grande majorité, une immense majorité, heureusement ou malheureusement, ça n'est pas à moi de le dire, entre le pouvoir russe personnifié par Vladimir Poutine, que ça nous plaise ou non, et le peuple russe. Il y a une minorité qui est contre, absolument contre, et ces jeunes Russes, ils ont 17 ans, 18 ans, ils ont l'âge de Vladimir Poutine au pouvoir. Ils descendent dans la rue, ils sont contre Vladimir Poutine, mais ils sont en minorité jusqu'à présent. On va regarder un extrait. C'est important, juste une chose, ce qu'il faut aussi dire, c'est que vous avez raison, personne ne le remet en cause. En revanche, il y a des effets de propagande très forts et qui est simplement marqué par le fait que depuis plusieurs années, les télévisions, qui sont évidemment un moyen d'information important, sont dans le camp du pouvoir et participent jour après jour, soir après soir, à construire la popularité de Poutine. Vous montrez très bien. Le peuple russe, on sait que malheureusement, il n'y a pas que la télévision. Il y a aussi ce que les Russes pensent profondément. Et toute l'histoire qui pèse sur leurs épaules, dont ils aimeraient bien se défaire, et dont je pense qu'ils se déferont au fil du temps. Et c'est ça le propre de la marche de l'histoire. Mais c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Un mot et puis on va passer à un extrait du documentaire. Évidemment, bien entendu. Mais en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 18 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir. Il va être bien entendu réélu le 18 mars.
en 2024, nous aurons tous vécu pendant un quart de siècle avec Vladimir Poutine. Et que nous le voulions ou non, que ça nous plaise ou non, les Russes, nous-mêmes, nous, voilà. C'est une réalité. Or, nous avons une toute petite différence avec les Américains, c'est que nous sommes les voisins de la Russie. Et que pour les 6 ans qui viennent, peut-être faut-il trouver un moyen de vivre ensemble avec les Russes. Avec les Russes. Il se trouve que c'est Vladimir Poutine qui les dirige, que ça nous plaise ou pas, mais c'est comme ça. Et qu'en effet, il faut sans doute que l'Union européenne, qui n'est pas les États-Unis d'Amérique, qui a des intérêts légèrement différents, trouve un mode de vivre avec la Russie, qui est sa voisine. On va regarder tout de suite un extrait donc, de votre documentaire où Vladimir Poutine répondait en janvier 2016 aux questions de journalistes allemands de Bild dans un style qui est quand même assez inimitable, il faut le dire. Вы меня спросили, там, ваш покорный слуга, друг или не друг? Я не друг, и не невеста, и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. Aniva, cette façon de s'exprimer de Poutine, c'est quelque chose qui le rend populaire auprès des Russes. Ah oui, 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 malheureusement, oui. Ouais. C'est-à-dire, bon, là, on voit bien, mais il y a des choses encore bien pires qui sont sorties de la bouche de Vladimir Poutine. Je me souviens très bien, en ce qui concerne la Tchétchénie, quand il avait dit, ces Tchétchènes, on ira les buter jusque dans les chiottes. Donc ça, c'était quand même... Et il venait d'arriver au pouvoir. Ça a choqué tout le monde en Occident, et pas qu'en Occident, ça a choqué aussi beaucoup de Russes. Mais vous savez... Mais en même temps, ça plaît à certains aussi. C'était calculé. Au début, j'ai pensé que c'est le dérapage. Pas du tout. Sûrement. Quand je menais l'enquête, il a testé ça plusieurs fois. Et puis, le pays était criminalisé. C'est en fait, quand les gens qui connaissent le russe, ils savent que c'est un argot. Oui, la façon dont il a dit. C'est un argot dans la réalité de la pègre qu'il a utilisé. Oui. Et ça lui a fait vraiment la popularité extraordinaire. 30% de plus, mais il a testé ça plusieurs fois. Il est habile. Donc c'est un stratège quand même pour vous? Oui, il est habile. Stratège d'une certaine manière, mais il est bien meilleur en tactique. Il sait saisir les opportunités merveilleusement bien. Et je ne suis pas sûr qu'il raisonne à très long terme. L'affaire d'ailleurs ukrainienne le montre bien, car en bon tacticien, il a saisi une opportunité, mais la conséquence, c'est les sanctions, c'est le fait que les Ukrainiens sont devenus anti-russes, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque la culture est la même. Il y a des choses inimaginables. Et par exemple, le renforcement, c'est tout à fait exact, et le renforcement de l'OTAN à ses frontières, alors même que c'est tout ce qu'il voulait éviter. Et effectivement, c'est pour ça que d'ailleurs dans mon film, une intervenante le dit, on aurait tendance à penser que c'est un joueur d'échecs. Alors c'est un cliché du russe qui calcule à 3 coups. En fait, c'est un joueur de blackjack. Il est réactif, il joue en contre. Mais en même temps, il y a des choses étonnantes quand on voit dans votre documentaire, là, justement, puisqu'on parle de l'Ukraine, Vladimir Poutine qui, face à François Hollande, à Angela Merkel et à Barack Obama, dit les yeux dans les yeux avec une certitude qu'effectivement, il n'y a pas d'armée russe dans le pays. Et s'il y en a, s'il y en a qui sont morts en Ukraine, c'est qu'ils étaient là-bas en vacances. Oui. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut oser être aussi peu crédible? C'est quelque chose d'inimaginable quand même pour un homme. C'est quelque chose qui a marqué et qui a déstabilisé les dirigeants occidentaux qui ont négocié avec Vladimir Poutine. Tous le disent. Et effectivement, c'est une des choses qui fait sans doute sa spécificité. En général, ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'effectivement, à ce niveau-là, bon, on se met d'accord sur les faits, et puis ensuite, on peut avoir des idéologies, mais en tout cas, on est d'accord sur les faits, et après, on négocie. Et effectivement, lui, notamment sur l'Ukraine, mais pas seulement, mais notamment sur l'Ukraine, les yeux dans les yeux, montait. Et je crois que c'est pas du mensonge, c'est une manière d'imposer un rapport de force avec les moyens qu'il a. Il est face à l'Occident, à l'OTAN, qui est militairement beaucoup plus puissant que lui, face à des sanctions, et donc c'est une manière d'imposer un rapport de force face à des gens bien élevés écoutez, voilà, il ment. Il ment d'une manière énorme. Et c'est une logique si vous voulez, c'est un rapport de force. Et c'est ça aussi, Poutine, et ce qui d'ailleurs fait son succès dans l'opinion publique russe, c'est la force. C'est la force. C'est la force qu'il dégage en Russie. Physiquement, et c'est la force aussi qu'il expose cette force physique. À ses adversaires occidentaux. Et ces mensonges les yeux dans les yeux, qui sont parfaitement assumés, il sait évidemment très bien que les Américains ou que les Français ou les Allemands ont les photos satellites prouvant l'inverse. Mais c'est une manière d'imposer ce rapport de force face à des gens qui finalement sont très déstabilisés. Et ils ont été déstabilisés. Marina, moi j'étais en Crimée le jour où ça s'est passé. Donc je les ai vus arriver, ces petits hommes verts. C'était ahurissant. C'est-à-dire, moi, je revenais de la guerre en Tchétchénie, où, effectivement, c'était l'armée russe, avec un uniforme de l'armée russe contre des combattants tchétchènes. Et là, tout d'un coup, on avait vraiment cette impression que
Poutine et ceux qui dirigent au Kremlin avaient tiré la leçon pour, d'une façon malheureusement extrêmement habile, pour que sur le terrain, moi, les autres journalistes, les Criméens qui étaient là, nous tous, nous ne voyions que des hommes en armes qui n'avaient aucun uniforme. Donc c'était, et on leur parlait en russe, on les interpellait en russe, ils ne répondaient pas. Ils ne répondaient pas. Donc tout ça était une stratégie ahurissante qui effectivement a été pensée, mise en place et imposée par la force au monde entier. Mais que voulez-vous faire? On a tous été obligés d'accepter. Bien sûr qu'il y a les images satellites, bien sûr que tout le monde avait vu. Mais ce qui compte, c'était ce qui était sur le moment sur place. Et ceux qui étaient avec les armes, eh bien, ont effectivement pris de force la Crimée. Aujourd'hui, en Russie, j'en reviens pour ce film, tous les Russes disent encore, mais il y a eu un référendum en Crimée. Les gens de Crimée ont voté. Et je leur dis à chaque fois, mais vous oubliez qu'avant le référendum, il y a ces hommes qui sont venus en armes. Vous imposez cela. Non, oui, ils ont oublié. Parce qu'ils marchent dans cette vision du monde. Mais parce qu'on est... C'est la transgression poutinienne, en fait. C'est la transgression poutinienne, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les règles du jeu communément admises entre les grands de ce monde. Et l'annexion de la Crimée, c'est en effet le type même de la transgression. Ça ne se fait pas en plein 21e siècle de bouger les frontières au milieu de l'Europe. Mais ça ne se fait pas, c'est pas son problème. Non, c'est ça son problème. Mais même les Chinois nous le disent. Les Chinois sont éberlués. Comment peut-on bouger les frontières en Europe? Il fallait le faire. La transgression, en effet, poutinienne par rapport aux convenances. Oui, mais ça nous prouve qu'on a basculé dans une époque où, comme Antoine le disait très bien, les faits et la vérité n'existent plus. On joue avec. Les faits n'ont plus d'importance. Et honnêtement, ça rend fou. C'est-à-dire que quand vous avez des petits hommes verts qui ne vous répondent pas en russe, quand vous avez Vladimir Poutine et son entourage qui mentent face à quelqu'un qui sait parfaitement qu'il ment, les deux savent que c'est un mensonge absolu, et quand vous avez Donald Trump, pour qui les faits n'ont aucune importance, qui ment tous les jours, avec des mensonges énormes, dont la preuve est immédiate, et que ça ne change rien à à l'attrait qu'il exerce sur son électorat. Il est très rejeté par une partie du pays, mais son électorat n'est pas ébranlé une seconde par le fait que les faits et la vérité n'existent plus. Mais ils se ressemblent en cela, énormément. Totalement. Je me suis posé petit à petit, en fait, en faisant ce film, c'est qu'au départ, j'avais l'impression que ces mensonges ou ce rapport, disons, un peu distendu avec la vérité, pour dire les choses de cette manière-là, finalement, que Poutine, ou en tout cas le pouvoir russe, ne croyait pas à ses propres mensonges, que c'était des mensonges tactiques. Ça l'est très certainement pour une certaine part, mais petit à petit, j'ai eu l'impression, alors c'est une impression, j'en ai pas la preuve, je me suis demandé à quel point finalement, quelqu'un comme Poutine ne finissait pas par croire à ses propres mensonges, à sa propre distorsion de la réalité, pour ne pas employer le mot mensonge qui est peut-être un peu fort. J'en ai un seul exemple, par exemple, mais on pourrait en avoir d'autres. Au moment où un avion russe a été abattu par la chasse turque au-dessus de l'espace aérien turc en Syrie, qui était un grand moment de tension, on s'est aperçu, les Occidentaux, les services occidentaux se sont aperçus avec un certain effarement que dans les cercles du pouvoir au Kremlin, il y avait une idée qui avait été discutée, selon laquelle c'était un acte volontaire de l'OTAN via la Turquie pour entraîner une guerre, entraîner la Russie dans la guerre. Ce qui était effectivement, ce qui était insensé. Mais c'était... et Vladimir Fedorovski, peut-être que vous nous en direz un mot, vous qui connaissez bien le fonctionnement du pouvoir russe et qui êtes capable de faire le distinguo entre ce qui était de l'ordre de l'époque soviétique et aujourd'hui. Je pense qu'il y a ce changement-là, c'est qu'on est arrivé à un moment où effectivement les mensonges, via des théories du complot, deviennent quelque chose auquel on adhère et c'est peut-être un changement et j'ai l'impression que Poutine, enfermé en plus dans une bulle qui est celle du pouvoir, avec des médias qui relaient en permanence. Il faut voir ce que la télévision diffuse parfois. Mais la propagande soviétique, c'était la même chose. Oui. Absolument. Mais les dirigeants n'y croyaient pas. Il y avait de la propagande. Je me permets de vous dire, rapidement, parce qu'après on parle de l'élection. Un mot qui m'est cher. Aujourd'hui, il y a une grande différence par rapport à la guerre froide. C'est beaucoup plus grave que la guerre froide. Les gens mentent et croient à leurs mensonges. Avant, ils mentaient sans croire à leurs mensonges. Ils inventent, ils croient à leurs mensonges. Et là, ça concerne évidemment Poutine.
pour être franc, ça concerne aussi souvent les Occidentaux. J'aurais pu vous raconter comment ça s'est bien sûr, comment ça s'est passé. On n'a pas le temps, mais juste un mot, puisque vous avez abordé, je suis un seul ici présent, non seulement russe, mais j'ai aussi des origines ukrainiennes. Oula, vous ne savez pas ça, Vladimir. Voilà, je tiens à vous dire, vous comprenez, et ça c'est une plaie pour moi, l'Ukraine. Je dois vous dire que l'Ukraine c'est un problème qu'on aurait dû éviter. On aurait pu éviter s'il y avait, quand je parle avec Védrine, avec Kissinger, avec Kohl, j'ai parlé, jamais de la vie, il dit, jamais de la vie ça serait passé comme ça. Puisque sur l'Ukraine, soyons très clairs, il y a deux solutions. Très rapidement surtout. Soit on utilise l'Ukraine comme un fer de lance de la confrontation de la Russie. Et dans ce cas-là, c'est une impasse et le peuple ukrainien va en baver, mais tout le monde va en baver. Soit on trouve l'équilibre des intérêts, et dans ce cas-là, en fait, l'Ukraine est un trait d'union entre l'Union européenne et la Russie. Et dans ce cas-là, on peut trouver la solution. Mais pour conclure, je tiens à vous dire, avec mon expérience de la guerre froide et tout ça, il ne faut pas se tromper de l'adversaire. Dépassons Poutine, ça passe. J'ose même penser que les présidents français passent. Mais en revanche, les intérêts nationaux restent. Et la France, aujourd'hui, peut jouer un rôle unique pour renouer le dialogue avec la Russie, ce que vous dites avec tant de brio dans votre livre, monsieur l'ambassadeur, et tout à l'heure, vous avez allé dans ce sens-là. Et finalement, le fait qu'on est sorti dans le débat de politiquement correct, quand même, habituel, pour une fois, on est allé plus loin. Ça, oui, c'est bien sûr, bien sûr. Peut-être ça nous donne l'espoir. On finit sur l'élection du 18 mars. Je vais avoir votre opinion à toutes les deux. Comment s'est perçue aux États-Unis l'élection russe? Pliée d'avance, sans aucune conséquence immédiate. Et la curiosité aux États-Unis est plutôt celle des élections de mi-mandat américaines, donc en novembre prochain, pour savoir quelle attitude d'action Donald Trump aura également sur la scène internationale. Les Russes vont aller voter en masse? En masse, ils iront peut-être voter un peu moins. Il y aura peut-être un taux de participation un peu inférieur aux élections précédentes parce que justement tout est plié d'avance. Là, c'est quand même, on pense la même chose aux États-Unis et en Russie. Donc Poutine va être réélu, bien sûr, au premier tour, comme il l'a été élu à chaque fois, parce que les élections se déroulent en Russie jusqu'à présent dans la post-soviétique, toutes pliées au premier tour. C'est l'élection de trop ou pas? Est-ce que c'est le mandat de trop pour Poutine? Peut-être, mais je voudrais juste dire que après cette élection, il va y avoir la Coupe du Monde de football en Russie. Et que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui pour Vladimir Poutine. C'est non seulement de réussir à être élu au premier tour dimanche 18 mars, mais ça c'est bon. Mais c'est que ce championnat du monde se passe sans aucun problème, parce que c'est quand même une formidable vitrine, une formidable machine de propagande pour la Russie. Et ça, il va en tout cas tenter évidemment d'en jouer. Ça, c'est vrai dans l'immédiat, bien entendu. Mais il y a quand même un enjeu. C'est qui va-t-il nommer comme Premier ministre? Parce qu'il y a quelque chose qu'il a raté pendant 18 ans, c'est de rendre l'économie russe compétitive. Aujourd'hui, l'industrie russe n'est pas compétitive. Elle a vécu dans la facilité de la rente pétrolière jusqu'en 2014. Quand les prix se sont effondrés en 2014, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, eh bien on a vu que le roi était nu. Et que dans le fond, en 18 ans, Poutine n'a pas été capable de rendre son industrie compétitive. Donc c'est l'enjeu de l'approche du prochain mandat et du prochain gouvernement. Oui, aussi. Voilà. Un successeur qui lui convienne. Évidemment, qu'il choisira. Merci beaucoup pour ce débat. Trahir, comme il a trahi Yeltsin. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup pour ce documentaire. Les livres, donc Un continent derrière Poutine, Anniva au seuil, qui vient de sortir aujourd'hui même, et votre documentaire qui sera diffusé donc dimanche 18 mars, c'est dimanche qui arrive là sur France 5. Vladimir Fedorovski, Au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine, c'est chez Stock. Claude Blanche-Maison, Vivre avec Poutine, c'est aux éditions Temporis. Et puis enfin, Nicole Bacharan avec Dominique Simonet, First Ladies à la conquête de la Maison-Blanche, c'est aux éditions Perrin. Évidemment, vous pourrez revoir votre documentaire La vengeance de Poutine et notre débat sur le site France TV. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous sur France 5. Tout de suite, le magazine C'est dans l'air. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission du Monde en face. À très bientôt et bonne soirée.